Je vais commencer par me présenter. Je suis Fabrice Sabatier. Je fais partie d'un collectif de designers graphiques qui s'appelle Point Corp, dont le noyau dur est composé de 3 personnes avec des spécialités différentes, à la fois dans la programmation et le numérique, dans la typographie et l'image ou dans le texte et la visualisation de données. On travaille à la fois sur des travaux de commande et des travaux d'auteur. Pour la commande, ça se passe principalement dans le secteur culturel, à la fois web et papier. Mon parcours personnel prend une voie un peu différente depuis quelques mois, puisque j'ai entamé un doctorat en arts et sciences de l'art à Bruxelles, sur lequel je vais revenir. De par en fait mon cheminement, ayant étudié en école d'art, travaillant avec le secteur culturel, par moments avec le secteur industriel et faisant maintenant un pas dans la recherche, je prends en fonction des étapes et des types de travaux auxquels je suis confronté, différents statuts qui sont ceux que peut prendre le designer graphique, entre autres. Donc il y a ce dont je vais parler maintenant, le statut de designer traducteur, chercheur, auteur ou narrateur. De la même manière, la visualisation de données a différentes fonctions et une identité transdisciplinaire qui recouvre à la fois les sciences fondamentales, les sciences humaines, l'art ou le design et d'autres disciplines. Donc, durant cette intervention, à partir d'exemples concrets dans mes travaux et dans ceux de Point Corp, je vais créer des passages entre les différents positionnements du designer et de différentes formes de visualisation de données. Et c'est au croisement de ces directions que j'interrogerai le statut de la couleur pour que se détachent différentes manières de choisir, de traiter, d'utiliser ou de jouer avec la couleur à travers la représentation visuelle de données ou d'informations. Donc là, j'ai choisi d'utiliser le mot designer traducteur. David Bianic le refusait un peu. Ça a été un peu un choix un peu difficile. Au début, je voulais parler de médiateur, mais je n'étais pas non plus très, très content de ce terme. J'entends par là de la traduction, pas le côté magique qu'on utilise avec Google Translate où on copie-colle un texte. Pour moi, le traducteur, c'est celui qui va lire, qui va comprendre, qui va interpréter et transformer dans une autre langue un contenu ou dans un autre langage. Donc voilà, c'est l'idée que le design graphique est aussi est un langage. Donc là, je vais commencer par vous montrer, par décrire rapidement les étapes qui ont été nécessaires à la conception d'un travail de visualisation de données. Et il s'agit du rapport d'activité du CNAP qu'on a fait en 2011, mais qui sont à partir des données du CNAP de 2010. Donc l'objectif d'un travail comme ça, c'est évidemment de transformer les données qu'on nous fournit à la base sous forme de tableurs, en variables visuelles pour les rendre à la fois lisibles et visibles et donner envie de les explorer. Donc ce rapport d'activité était composé de 60 pages départ d'images et de textes sur les activités du centre du CNAP et de 60 pages de graphiques et diagrammes, cartes à partir des données. Je distingue 3 étapes principales dans la conception de ce travail. La première se passe sous forme d'esquisse, voilà, avec un crayon et un carnet, où on essaye de comprendre les données, de comprendre comment elles sont structurées et de réfléchir à la bonne méthode de visualisation. Est-ce qu'on va travailler sur une carte avec un histogramme, un diagramme, un nuage de points, donc à la fois choisir le type de visualisation, enfin le type les méthodes de visualisation, et aussi rationaliser les différents types de diagrammes, essayer d'avoir la même forme quand les données sont structurées de la même manière, pour pouvoir, dans la seconde étape, travailler ici à partir de la programmation et de s'en servir pour générer un peu automatiquement
un certain nombre de diagrammes à partir de données qui sont structurées de la même manière. Donc on a travaillé avec Processing, qui est une librairie Java et un environnement de développement. La particularité de Processing, c'est que c'est un langage qui est conçu pour permettre à des novices en termes de programmation, notamment des designers et des artistes, voilà, de faire leurs premiers pas dans la programmation. Et c'est un langage qui permet aussi, qui est orienté dans l'image. Et voilà. Donc là, Processing nous a permis en fait d'exporter des squelettes de diagrammes qui, dans une troisième étape, dans la troisième étape, on rajoute en fait la chair à ces squelettes, on rajoute les motifs et les styles graphiques, on règle les proportions par rapport à la page, on ajoute les labels et la couleur. Donc, on voit là que la couleur dans notre processus arrive à la fin, dans la dernière étape, mais en fait, elle est appliquée à la fin, mais dès le départ, pour ce travail, on savait qu'on allait se limiter à 2 couleurs. C'était un peu le défi de ce travail, de se limiter. Cette contrainte, elle n'a pas été imposée de l'extérieur, on se l'a imposée nous-mêmes pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons pragmatiques, techniques aussi, quand on travaille la visualisation de données, surtout là, on avait envie de pouvoir vraiment déployer les graphiques sur la page entière. Et donc ça conduisait à avoir des aplats de couleurs assez importants. On avait envie d'utiliser, d'avoir vraiment de belles couleurs intenses et pures, et du coup on s'est dirigé sur les encres Pantone. Et donc pour des raisons de budget, de coût d'impression, voilà, c'était une raison qui nous a poussé à se limiter en termes de couleurs. Une autre raison qui est plus artistique et méthodologique, c'est que dans notre travail de graphiste, on aime s'imposer des contraintes qu'on appelle contraintes émancipatrices, parce qu'elles nous permettent, elles ont pour objectif de générer de nouvelles manières pour nous de regarder notre objet, de nous émanciper des idées préconçues et des solutions évidentes. C'est un peu à la manière de l'Oulipo qui s'impose des contraintes pour essayer d'aborder la littérature d'une autre manière. Donc on est parti sur un bleu et un vert pour... ça s'est fait par empirisme à partir d'une série de tests. On voulait en fait deux couleurs qui ont des intensités proches, parce que à certains moments, elles allaient être utilisées sur des catégories dont l'une n'était pas plus importante que l'autre, donc il fallait qu'elles se valent en termes d'intensité. On les voulait suffisamment foncées pour qu'elles puissent exister dans de la typographie assez fine et des trames aussi assez fines. Il fallait que l'articulation de ces deux couleurs ne soit pas trop connotée, en tout cas pas dans une direction qui nous convienne pas. Donc voilà, on n'a pas utilisé du rouge et du vert, puisque dans la visualisation de données, souvent c'est référencé à du positif, négatif. On voulait enfin que ces deux couleurs, que le produit de ces deux couleurs, quand elles sont imprimées l'une par-dessus l'autre, ça puisse donner du noir, pour pouvoir garder entre la première partie de texte et la seconde partie de carte et de diagramme, avoir certains éléments noirs qui se poursuivent. Donc on le voit en fait, ce processus correspond en fait à une négociation. Tout à l'heure on a entendu parler de dosage, donc c'est tout un tas de critères et de paramètres qu'on prend en compte et qui sont testés par l'expérience pour voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc on voit aussi qu'en étant matériellement mis en place à la fin du processus, la couleur irrigue dès le départ le processus de développement.
Donc les 3 étapes dont j'ai parlé correspondent aussi à 3 dispositifs techniques différents. La première étape des esquisses, c'était le stylo et le carnet. La seconde, c'est le code et la plateforme de programmation. Et le troisième, c'est le logiciel de PAO. Donc je vais maintenant faire un petit détour pour évoquer cette relation entre la couleur dans la visualisation de données et les logiciels de création avec les techniques qui sont associées. Et je vais m'éloigner temporairement du positionnement du designer. En préparant cette intervention, en fait, j'ai fait un inventaire des travaux du collectif pour voir, en fait, pour choisir les travaux sur lesquels j'allais m'appuyer aujourd'hui. Et en fait, je me suis aperçu à quel point le choix et l'utilisation et le traitement de la couleur pouvaient être liés aux outils utilisés, et à quel point la technique influençait la démarche et l'esthétique du résultat. Juste une anecdote historique. William Playfair, qui est la personne qui a inventé les camemberts, voilà, les diagrammes circulaires et aussi les histogrammes, a publié en 1801 le Statistical Breviary, dans lequel les diagrammes, on en a aussi entendu parler tout à l'heure, étaient colorés à la main. Donc on a des raisons de penser que William Playfair lui-même ait fait ce travail de coloration. En revanche, la seconde édition du Statistical Breviary n'a plus de couleur. Donc ça correspond au moment où William Playfair déménage en France. Et apparemment, pour des raisons de temps et de budget, il remplace la couleur à ce moment-là par des hachures et des points. Donc on voit par ce petit rappel historique que dès l'origine des visualisations de données, la question de la couleur est présente et que dès l'origine, elle est liée à la technique. Donc la couleur est un élément constitutif de l'image. Or, tout texte et toute image sont indissociables du dispositif technique qui les donne à voir et à lire. Donc ça, c'est Annick Lantenois qui dit ça dans le Vertige du funambule. Donc la couleur est intrinsèquement liée au système technique dans lequel l'image s'inscrit. Il va de soi qu'on ne travaille pas aujourd'hui, en tant que graphiste designer, on ne travaille pas la couleur de la même manière qu'il y a ne serait-ce 20 ans, et qu'on ne travaille pas la couleur pour un projet qui sera diffusé à l'écran, pour un projet qui va être imprimé sur une presse offset ou en sérigraphie. Donc il paraît logique que l'outil influe sur le résultat, c'est en partie pour cela qu'on le choisit, mais je pense que l'importance de l'outil et du contexte technique va plus loin que ça. Il implique une nouvelle manière de penser la couleur. Donc, en ce moment, je fais un peu l'expérience qu'on a vue précédemment avec le CNAP, c'est-à-dire de l'utilisation de processing dans mon travail de visualisation de données. Et bon, je me rends compte, effectivement, par cet apprentissage de la programmation, la manière dont cette technique influe sur ma manière de produire. Pour processing, une image est par défaut une liste de pixels de couleurs RVB, rouge, vert, bleu, ayant une position en X et en Y. Donc la couleur devient une sorte de tableau de données. Alors que dans les logiciels traditionnels de PAO, comme Photoshop ou Illustrator, tout est fait pour que les modifications soient d'abord et directement visuelles. Avec la programmation, on passe d'abord par du texte et du calcul, par la manipulation de valeurs numériques. Donc passer par la programmation, c'est aussi assumer que l'image et la couleur soient d'abord des données, et c'est prendre conscience qu'on peut les traiter en tant que telles. Je vais vous montrer ceci qui est un exercice en fait que j'ai fait lors de mon apprentissage de processing. Là, j'ai travaillé à partir c'est une analyse sémantique à partir de différents essais sur l'économie. Donc, le logiciel que j'ai programmé Processing parcourt ces essais et repère dans ces essais le nombre de fois que sont employés des différents mots que j'ai listés ici, qui peuvent servir pour parler d'économie.
Donc, comment? C'est capital. Donc on voit que bah, ça semble logique puisque c'est le titre de son livre, mais Karl Marx, le Capital, est assez petit. Marx parle surtout de travail et de valeur. Euh, bon, en soi, selon les règles, on a entendu parler tout à l'heure de Tufte, c'est pas de très bonne visualisation puisque dans les règles que Tufte recense, il ne faudrait pas à la travailler, enfin représenter sous la même composante sur différentes variables. En fait, là, ma composante qui est la fréquence des mots est utilisée à la fois sur le diamètre des cercles et sur la teinte de la couleur. Mais en fin de compte, ce qui m'intéresse ici de vous montrer, c'est que si j'avais utilisé un logiciel comme Illustrator, j'aurais pas pu mapper, enfin représenter la couleur comme ça de manière très progressive, avec chaque valeur qui a sa couleur, qui va du vert au rouge, avec un logiciel traditionnel comme Illustrator, j'aurais dû faire des classes ou des groupes avec voilà, les mots qui sont utilisés entre 10 et 20 fois. Par exemple, j'attribue une telle teinte de vert entre 20 et 30 fois un jaune. Et là, le fait que la couleur soit immédiatement une donnée dans l'utilisation de la programmation pousse à l'utilisation de la couleur sur des données quantitatives et permet de faire correspondre justement chaque valeur, chaque donnée à une couleur particulière. Ça peut paraître un détail, mais je pense que ça correspond aussi à ce dont Lev Manovich parle. Lev Manovich, un artiste et un théoricien des médias, il souligne que le passage qu'on est en train de vivre d'une logique de la statistique à une logique de la base de données. La logique statistique, en fait, nous contraint à la moyenne, à faire des groupes, des classes, à catégoriser le monde, alors que la base de données abolit les hiérarchies. Bon, ici, c'est pas très, c'est un peu anecdotique sur une analyse sémantique comme ça, mais ça, dans la perception d'autres jeux de données, notamment sur la population, etc., ça peut avoir une réelle importance. Donc le designer doit pouvoir situer sa pratique dans un contexte particulier, être conscient des possibilités des outils qu'il utilise, mais aussi de la manière dont ceci oriente sa pratique, sa production, sa méthode et ses résultats. Considérer l'image comme une base de données de couleurs change les perspectives et ouvre de nouvelles possibilités de recherche. Je vais vous parler maintenant d'un projet que je développe dans le cadre de mon doctorat. Donc c'est un des projets parmi d'autres, où là, la couleur n'aura pas la fonction de canal de transmission de l'information, mais sera l'information elle-même. Donc dans le cadre de mon doctorat, en fait, je travaille du point de vue du design, sur l'information et l'image de l'économie qui est transmise à travers les visualisations de données. Donc, voilà, est-ce que la dynamique en cours dans les visualisations de données peut amener à des solutions visuelles pour représenter la complexité et notamment entraîner une évolution du rapport qu'entretient le public avec l'économie? Et quel rôle peut jouer le design dans cette mise en ordre et en image des données et des savoirs? Donc, pour ce projet, j'ai voulu travailler à partir des images, des images oui, qui... des images qui illustrent l'économie dans la presse. Donc j'ai commencé ce travail par la création d'une base de données. Donc à partir des flux RSS de différents journaux en ligne, je télécharge en fait depuis juillet toutes les images qui sont en une des articles qui se trouvent dans la rubrique économie. Donc, voilà, un travail un peu automatique de
d'automatisation, de création de bases de données à partir de ces images voilà, qui sont censées illustrer l'économie, et puis à la fois les métadonnées qui vont avec de titres et de dates correspondant aux articles. Donc là, on voit les images que j'ai téléchargées en juillet. Donc, à peu près, je recense, ma base de données s'enrichit de 6 à 700 images par mois. Ce qui m'intéresse en fait dans ces images, c'est un peu l'indifférence finalement qu'elles suscitent chez le lecteur. Elles sont dans tous les articles, quasiment, et en même temps elles sont quasiment invisibles. Donc le fait qu'elles soient dans tous les articles, ça montre quand même qu'elles ont une importance malgré tout. Et en fait, d'un point de vue de recherche en design, le fait de travailler à partir de bases de données d'images m'intéresse. Rien qu'en cela, c'est pour ça que j'ai créé ma base de données avant même de savoir ce que j'allais faire de ces images. Comment traiter en fait visuellement et collectivement des milliers d'images par l'image, quel filtre utiliser pour les faire parler, pour faire parler cette base de données, quel rapport on peut créer on peut dessiner entre ces différentes images. Donc j'ai pris pour l'instant 2 directions pour analyser ces images. La première que j'ai évoquée très vite qui consiste en fait à faire une analyse sémantique des titres des articles et donc d'associer les images à l'analyse sémantique et de cartographier finalement ces images sur la base du réseau sémantique qui aura émergé. L'objectif de cette méthode est de voir, je l'espère, émerger des rapprochements formels dans les images des articles qui sont proches thématiquement. Donc y a-t-il des secteurs qui sont plus illustrés que d'autres? Est-ce que, par exemple, certains secteurs de l'économie seraient plus illustrés par des portraits, donc, qui signifierait qu'ils sont plus incarnés? Est-ce que la finance est toujours illustrée par des mises en scène d'écran? Bon, je dis ça parce que c'est des choses que j'ai plus ou moins observées pour l'instant sur ma base de données. Par exemple, les images qui parlent de Wall Street, enfin dont les articles parlent de Wall Street, on a quasiment systématiquement des écrans avec des écrans en LED avec des chiffres complètement abstraits ou des gens qui sont en train de s'agiter devant des chiffres et des écrans. Donc voilà, j'aimerais voir s'il y a des motifs comme ça qui apparaissent dans ces images. La deuxième piste est une analyse colorimétrique des images. Donc j'ai créé, pareil avec Processing, un petit logiciel qui me permet de repérer la teinte dominante d'une image. Donc ici, sur l'image de gauche, c'est l'ensemble de ma base de données pour juillet, août, septembre, classée par teinte. Et sur l'image de droite, donc je conserve juste la teinte voilà, qui est classée dans le même, sur la même logique par teinte. Lev Manovic, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est artiste et qui a écrit le langage des nouveaux médias, travaille aussi beaucoup à partir de ce qu'il appelle le Big Visual Data. Donc ici, il compare 50 000 photos issues d'Instagram et les organise en fonction de la luminosité et de la teinte des images. Et il compare différentes villes. Donc là, on voit à gauche pour la ville de San Francisco et à droite pour la ville de Bangkok. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail de ce travail, mais j'ai voulu alors à mon tour essayer de faire des comparaisons dans ma base de données entre différents paramètres. Donc là, j'essaye de voir si quelque chose peut... C'est vrai que les couleurs, malheureusement, ne sont pas très très vives ici, mais j'essaie de voir s'il y aurait une influence de la date sur la colorimétrie des images qui sont publiées dans la presse
apparaissent en fonction. Pour les articles de l'économie. Bon, pour l'instant, ça ne me semble pas pertinent. Je voulais tester ça. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est vraiment un travail en cours. Et bon, c'est des pistes de recherche. J'ai aucune certitude que ça puisse déboucher sur quelque chose voilà, d'intéressant. Mais voilà, ça m'intéresse de faire cette expérience. Là, j'imaginais que pour juillet ou août, le fait que l'activité économique en été diminue, que voilà, c'est les vacances, les journaux ont un traitement un peu différent de l'information. Je voulais voir si ça pouvait se ressentir à travers les images et les couleurs de ces images. Mais bon, visiblement non. Il faut attendre, voir sur une année pour voir peut-être une plus grande... pour en tirer peut-être quelque chose. Le deuxième paramètre de comparaison que j'ai testé, c'est sur les thématiques des articles. Donc là, à partir de mon analyse sémantique des titres, j'ai distingué plusieurs sujets qui reviennent. Donc là, j'ai pris les deux plus fournis, mais voilà, encore une fois, comme c'est le début, ma base de données n'est pas suffisamment grande et c'est un peu compliqué de tirer de quelconques conclusions à ce stade. Voilà, puis en plus, le terme France est peut-être pas le plus utile. Peut-être qu'il faudrait comparer finance avec entreprise, avec politique. Voilà, ça je pense que ça aura peut-être, si ça peut aboutir à quelque chose, ce sera peut-être dans un an ou dans 6 mois, ou quand j'aurai 10 000 images par exemple. Là j'en ai uniquement sur ces tests 2500. Donc en fait, ce qui peut être intéressant dans ce genre de recherche, dans ce genre de recherche, finalement, elle s'appuie sur les nouveaux outils numériques. Elles n'étaient pas possibles avant l'émergence de ces outils. Elles sont souvent pratiquées par les designers et les artistes. Et ainsi se développent de nouvelles méthodes de recherche par l'image. Je sais pas combien de temps. Là, je vais parler d'un autre projet qui questionne l'image, la couleur et les données, mais qui touche à la visualisation de données, mais qui n'en est pas. Ce travail s'inscrit plutôt dans une démarche artistique et aussi de graphisme, puisque l'idée c'est aussi de se rapprocher de l'étymologie du graphisme, c'est-à-dire graphein en grec, qui signifie à la fois écrire et dessiner. En fait, lors de mon diplôme, en 2008, je travaillais à ce moment-là sur la forme brève, la forme brève littéraire. Et mon travail s'appuyait sur l'écriture qui n'était pas une matière préexistante au projet créatif, mais qui était, mais où le texte est écrit et pensé en même temps que sa mise en forme. Donc l'écriture de ce projet a commencé en 2008 et s'est poursuivie jusqu'en 2012. Ce travail est constitué en fait d'un texte que j'ai écrit sous forme une série de formes brèves qui composent différentes séquences que j'ai appelées des chapitres pour ancrer ce travail dans une structure un peu littéraire. Et puis le résultat est une affiche, mais ma volonté est aussi d'interroger ce médium qui est le graphisme et l'affiche, et voilà, me demander si l'affiche peut être un support de littérature. Donc là, par exemple, on a un extrait d'un des chapitres. Le caractère algorithmique que peut prendre l'écriture m'intéresse. Donc j'ai procédé ici comme ça. J'ai élaboré en fait un algorithme qui est constitué de l'écriture d'abord d'une sentence, d'une phrase, d'une forme brève, dans laquelle
je m'oblige à faire une référence au temps que je décompose. Donc voilà un exemple. Le 25 novembre 2014, Gauthier était à Lille. Le 25 novembre 2014 devient 25, 11, 20, 14, que je répartis, que je découpe en cyan, magenta, jaune, noir, et que j'utilise ensuite comme fond d'un carré de couleur. Donc ce travail interroge à la fois l'image numérique et le fragment. Donc l'idée, c'était aussi de travailler sur deux niveaux de lecture. Donc un niveau éloigné où on se demande ce qu'est cette image. Est-ce que c'est des gros pixels qu'on aurait... est-ce que c'est une image pixelisée énormément et quand on s'approche, on a un récit, un journal presque. Donc on est à la fois à la présence de fragments d'images sur cette idée du pixel, de fragments temporels et de fragments de pensée. Voilà, le texte traite une succession de détails, de pensées, parfois un peu futiles, d'aventures anecdotiques. L'idée, c'était d'écrire en dessinant, comme si chaque pixel avait quelque chose à dire. Il y a aussi l'idée dans ce travail de détourner, de renverser les codes de l'image générée par la programmation, puisque, comme on a vu, l'algorithme que j'ai montré, il est absurde dans le cadre d'une visualisation de données qui serait scientifique. L'algorithme, en fait, s'adapte à chaque cas particulier. Donc le cyan, qu'on a vu que ça pouvait se décomposer en cyan, magenta, jaune, noir, le cyan, par exemple, peut représenter à un moment donné des minutes et à un autre moment des années ou des siècles. Donc voilà, on a l'échelle du temps qui varie à chaque instant. Donc par moment, le temps s'écoule avec régularité, donc on a un dégradé qui apparaît, puis d'un moment, il y a des secousses et des teintes discordantes. Donc souvent, on me demande comment est-ce que mon travail d'auteur peut nourrir un travail de commande. Ici, c'est finalement l'inverse, puisque j'ai initié ce projet suite à un appel à projet quand j'étais étudiant de la Cité du Design de Saint-Étienne, qui proposait aux étudiants de réfléchir sur sa prochaine affiche pour la Biennale de Design. Et ça correspondait à ce moment-là aux 10 ans de la Biennale, et du coup j'avais orienté ma proposition sur les dates fondatrices de cet événement et les dates fondatrices à la fois de l'événement et du design lui-même. Et donc c'est à partir ce travail m'a donné envie de poursuivre sur cette idée de transposer de la couleur, du temps en couleur, et par la suite, du coup, j'ai utilisé plutôt de la création écrite plutôt que des données historiques. Je vais terminer en évoquant une utilisation de données par la visualisation qui est aussi très éloignée d'une utilisation scientifique. Il s'agit d'utiliser les données pour leur qualité, pour leur capacité à produire de l'image, dont la valeur est d'abord esthétique avant d'être informative. Donc le graphisme ici s'empare et détourne les codes de la visualisation de données et de la cartographie dans l'objectif de transmettre un message de communication. Les données ne sont pas un prétexte, parce qu'il y a une raison à utiliser ces données, mais leur lisibilité est finalement secondaire. La visibilité prime sur la lisibilité. De la même manière, la couleur n'est pas choisie pour ses qualités informatives, ni pour sa capacité à accompagner la compréhension des données. La couleur est plutôt là dans l'idée d'installer un cadre narratif. Je parlais précédemment de designer-auteur. Le designer n'est pas uniquement auteur en tant que créateur, il l'est aussi
parce qu'il raconte des histoires et qu'il met en récit des données. Donc par exemple, là dans le projet de gauche, qui est un visuel qui a été créé pour communiquer sur les écoles d'art de Lyon et de Saint-Étienne. Cette cartographie est basée sur des densités de population, donc qui sont des données réelles. Mais à ce moment-là, la couleur nous aide, est utilisée pour faire en fin de compte du storytelling. On ne va pas aller chercher dans ce travail des informations sur la densité de population, évidemment, mais les données nous permettent de créer ce visuel où ces deux territoires composent une sorte d'archipel et qui posait le cadre finalement du storytelling et du récit. Donc la couleur est un élément important du dispositif dans lequel le récit peut se déployer, parce qu'elle a un fort potentiel pour accrocher l'imaginaire. Dans le projet de droite, par exemple, qui correspond à une carte blanche qu'on a eue au moment de l'inauguration de la Cité du Design de Saint-Étienne, ici, les couleurs sont véritablement les personnages d'un scénario. Les données ne sont pas des données chiffrées, mais des données relationnelles, c'est des nœuds et des liens d'un réseau qui est celui de la Cité du Design. Et dans ce projet-là, on a utilisé les repères de montage et les gammes de couleurs liées qu'utilisent les imprimeurs, et ces éléments sont devenus vraiment les personnages d'un scénario. Comme ça, on va illustrer, décrire en fin de compte la Cité du Design comme une carte électronique, comme une machine esthétique complexe qui relie à la fois art et technique. Donc la couleur, tout en accompagnant l'exploration des données, est celle aussi qui peut faire basculer la data vis dans le récit. Elle est ainsi un instrument d'ouverture sur l'imagination. J'aimerais conclure en revenant sur l'objectivité, dont je me suis quand même considérablement éloigné. L'objectivité est aujourd'hui un sujet dont on parle beaucoup dans la recherche en design, parce qu'il s'agit aussi de définir en ce moment d'éventuelles méthodes de recherche en design pour donner une légitimité académique à cette discipline. Je pense néanmoins qu'il faut se méfier de ne pas calquer les valeurs de la science, que pourrait être l'objectivité et la rationalité, au design. Ce qui fait la richesse du design, c'est ses diverses influences dans la science, mais aussi dans l'art ou la technologie, et les différents positionnements que peut prendre le designer, donc traducteur, chercheur, auteur, narrateur, font aussi la richesse de cette discipline. Le langage graphique sur lequel est fondée la visualisation de données est polysémique. Le rôle du design n'est pas de contourner, de dissimuler la complexité de la rhétorique graphique, mais au contraire d'en tirer profit. Donc la couleur, dans son choix et son traitement, ne peut se résumer à l'image du design lui-même, à des critères objectifs et à l'application de règles ou de méthodes prédéfinies. L'expressivité de la couleur ne doit pas être considérée comme une entrave à la rigueur. Au contraire, un des rôles et un des plaisirs du designer est celui de jouer avec la rhétorique graphique, dont la couleur est un aspect essentiel, et ainsi de créer une autre rigueur qui serait une rigueur artistique. Donc, dans ce cadre, la transparence du processus, la transparence des opérations aurait peut-être plus d'importance que l'objectivité même. Donc, comme les poètes qui maîtrisent le verbe à la perfection jouent avec la beauté, la plasticité, la tonalité, la dynamique des mots et du langage, le graphiste peut aussi en faire de même avec le langage graphique et la couleur. Merci.